bonsoir, merci d'être à nouveau revenu écouter Cyril Brett pour la suite des modernes classes. C'est pour de cette série de 3 cours qui vont nous permettre de cerner absolument, expertement la notion de modernité. Je vous rappelle que c'est un peu une préfiguration à la biennale, à la thématique qui a été donnée par Thierry Raspail au commissaire de la prochaine biennale, la thématique de la modernité, du mot moderne plus exactement. Je ne monopolise pas davantage la parole, sauf à vous dire que la programmation des expositions en cours se déploie en ce moment et que la semaine prochaine, nous avons 2 dates, 2 rendez-vous possibles pour vous. Une signature mercredi soir avec Alain Garland, qui est l'auteur du livre Roi de la forêt, qui est l'un des fondateurs du groupe Privo, le groupe exposé au 3e étage du musée. Et le lendemain, nous accueillons Jean Rollin, l'écrivain Jean Rollin, autour de sa résidence à Los Angeles en 2007. La prochaine séance avec Cyril et dernière sera le 7 avril. Et nous avons toujours en suspens une date pour rencontrer Emma Lavigne, la commissaire de la Biennale, pour qu'elle nous présente un peu en avant-première et en mode privilégié sa Biennale d'art contemporain. Ça sera pour le mois de mai et évidemment nous vous contacterons pour vous informer dès que la date sera fixée. En attendant, très bonne soirée. Je pense que c'est suivi par quelques questions à l'issue de ton cours. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la 2e séance des Modern Classes. Je vous rappelle un petit peu le plan général. Ça doit résonner un peu, non? Donc j'avais passé la première séance à essayer de trouver les bords d'une espèce d'espace logique qui s'appelle la modernité dans son moment d'émergence, c'est-à-dire entre la fin du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle et les années 1930. Chaque séance durant 1h15, c'est forcément une trajectoire que je vous propose. Alors ça peut paraître paradoxal de chercher à faire le tour d'un sujet tout en prenant un chemin qui est relativement linéaire, mais ça fait partie des particularités de l'exercice. J'avais essayé de vous montrer que la modernité tient surtout sur une certaine philosophie de l'histoire, linéaire, un télos, etc. Vous montrer qu'est-ce qu'elle engageait dans le rapport des artistes aux politiques, etc., etc. Cette 2e séance va être consacrée à une période qui court du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 90, qui est une période dans laquelle la première formulation de l'espace logique de la modernité se trouve peu ou prou en crise. Et cette crise, on verra que certains commentateurs, certains critiques, et dans les débats artistiques, on va parfois utiliser l'étiquette de postmodernité pour la qualifier. En revanche, ce n'est pas du tout une séance sur la postmodernité. Parce que vous verrez que cette crise déborde très largement ce que cette étiquette suppose, quand bien même il faudrait parler de postmodernisme au pluriel plutôt que d'une conception du postmodernisme bien spécifique. Mais en tout cas, c'est un terme important dans les débats entre artistes, entre intellectuels, depuis les années 70 aux années 90, avec des différences de positionnement en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez. C'est arrivé plutôt dans le débat dans le camp anglo-saxon, plus tardivement dans les années 80 en France. Voilà. Et la 3e séance, on sera résolument au XXIe siècle, et il s'agira de regarder s'il ne pourrait pas y avoir une reformulation de la question du moderne à l'aune d'un outillage nouveau dans l'art contemporain qui serait plutôt celui de l'anthropologie, et à l'aune notamment des lectures qu'on peut faire à un certain nombre d'artistes, des ouvrages de Bruno Latour, de Philippe Descola, qui posent la question du moderne de manière extrêmement plus large, puisque au fond, elles font quasiment démarrer la question du moderne
à la construction socio-historique de la disjonction entre nature et culture, entre la fin du Moyen-Âge et le début de la période dite moderne en histoire, c'est-à-dire 1492 après. Donc c'est schématiquement les trois moments de ce cours qui cherche à rendre intelligible non pas la modernité ou ses multiples dynamiques, mais rendre intelligible quelques moments, pointer quelques aspects cruciaux, de manière à ce que vous puissiez vous saisir dans les expositions, dans vos lectures, etc., de ces outils et de forger votre propre récit quant à la modernité. Bref. Alors, comme pour chaque séance, je débute par quelques orientations concernant l'exposé. Je qualifie tout d'abord, dans la première assertion, la modernité de grand récit. Alors pour ça, je ne vais pas chercher très très loin. Je m'inspire d'un philosophe français qui s'appelle Jean-François Lyotard, qui est un peu le principal propagateur de ce mot-clé qui a eu un très grand succès dans les années 80-90. Donc je vais essayer de le qualifier en tant que grand récit, essayer de montrer quelles sont ses caractéristiques, et vous montrer pourquoi il est remis en cause à partir des années 60. Évidemment, quand je dis les années 60, il n'y a pas une borne là, à un moment qui démarre cette crise de ce récit moderne. Ça démarre à plein de moments différents, dans des contextes chronoculturels différents. Et il est difficile d'avoir une vision unifiée de la chose. Au contraire, il faut rester pluriel et dynamique. Voilà. C'est une déstabilisation socio-historique qui ne touche pas que le champ artistique, littéraire ou philosophique, qui touche bien plus fondamentalement l'ensemble des sociétés européocentrées, en Amérique du Nord, en Europe dite occidentale à l'époque. Et pour qualifier cette crise, un certain nombre d'intellectuels vont forger le concept de postmodernisme en antéposant le préfixe post, qui veut dire en latin après la modernité, pour à la fois donner une étiquette à quelque chose que quand même la plupart des commentateurs voient comme une crise, et essayer à partir de cette étiquette qui est un espace vide, de le remplir d'un certain nombre de catégories, de dispositifs qui vont être mis en débat. Les deux débatteurs de cette soirée sont Jean-François Lyotard et Frédéric Jameson, deux philosophes, l'un respectivement français, l'autre américain, qui ont chacun donné une certaine consistance théorique à ce concept de postmodernité. Je ne vais pas livrer une exégèse extrêmement pointue de leur thèse, mais enfin, je vais vous montrer grosso modo ce que Lyotard entend mettre sous cette étiquette et ce que Jameson va critiquer chez Lyotard pour mettre autre chose. Bref. Dans le champ artistique, c'est ma deuxième assertion. Avec la postmodernisme, il y a aussi une question plus politique, qui est celle de la fameuse thèse de la fin de l'histoire, qu'on doit à un théoricien qui s'appelle Francis Fukuyama, qui est une tentative, à mon avis ratée, de comprendre ce qui est arrivé à l'espace socialiste apparu en 1917 et qui s'effondre entre 1989 et 1991, et qui joue un rôle dans la déstabilisation, notamment du projet des avant-gardes. Et là, ça remonte bien avant 1989, hein, c'est l'articulation du politique et de l'artistique sur laquelle on a travaillé dans la première moderne classe, qui est un peu en jeu. Les conséquences, c'est la deuxième assertion, c'est d'abord l'effondrement du concept d'avant-garde, le renouvellement du régime d'historicité des œuvres héritées de l'idéologie moderniste. Le régime d'historicité, c'est ce petit outil qu'a forgé l'historien François Hartog, qui consiste à repérer dans des dispositifs sociaux, comme des œuvres d'art,
la manière dont sont articulées les catégories du passé, du présent et du futur. Et je vous avais montré dans la première séance que, par exemple, dans le futurisme, qui porte très bien son nom de ce point de vue-là, le régime d'historicité consiste à effacer littéralement le passé, à s'ancrer dans le présent très fort, comme si le présent était une espèce de ressort qu'on tend le plus possible, pour pointer vers un futur. C'est comme du saut en longueur, il s'agit de sauter le plus loin possible. Et ce régime d'historicité, qui se structure autour du futurisme, est un régime d'historicité qui domine le récit moderniste. Évidemment, si le concept de progrès de l'histoire, une histoire qui progressait linéairement vers un but, un télos, se casse la figure, il est très difficile de reconcevoir, enfin de concevoir des œuvres qui ont ce type de régime d'historicité. Il est très difficile de se projeter dans un futur, dans une vision utopique, etc. Et c'est l'une des crises que vivent les artistes et les intellectuels, les romanciers, etc., qui voient bien qu'il y a un certain nombre de gestes cognitifs dont la pertinence s'effondre avec la fin d'une conception de l'histoire en tant que progrès linéaire qui converge vers, je ne sais pas, une société sans classe, vers une espèce de méliorisme social, politique, humain, qui est aussi un récit des social-démocraties européennes ou de la démocratie américaine, etc., etc. Et donc, cette crise, dans ma deuxième assertion, c'est aussi le moment que saisissent un certain nombre d'outsiders du récit de la modernité. On a pas mal parlé dans la question après la première séance de la place des femmes, notamment de formulations très fortes d'un projet artistique et féministe, ou d'un projet antiraciste et artistique, les outsiders étant les artistes racialisés, c'est-à-dire renvoyés à une différence raciale, notamment dans la société américaine, mais qui les empêche d'accéder à un certain nombre de positions artistiques. Faut-il rappeler ici que la lutte pour les droits civiques commence en 1962, enfin ça commence bien plus tôt dans le siècle, mais en tout cas, le moment politique très fort avec Rosa Parks, Luther King, c'est plutôt dans le courant des années 60, et quelqu'un comme Benjamin Patterson, qui est décédé en 2016, qui était un artiste afro-américain, violoncelliste virtuose, qui est devenu un membre de Fluxus, est devenu membre de Fluxus parce qu'il ne trouvait pas de place dans un orchestre philharmonique américain, parce qu'il était noir du fait de la ségrégation raciale. Donc il y a quelque chose qui se formule très fortement autour des années 60 dans le fait que les femmes, les Afro-Américains, les classes moyennes accèdent à des positions dans le monde de l'art, dans le récit de l'art, auxquelles ils n'avaient auparavant pas vraiment accès, ou alors un accès limité, un accès infériorisé, un accès presque marginalisé. Et puis, ça c'est quelque chose de fondamental. À partir des années 60, c'est une donnée sociologique, il y a à la fois un mouvement de démocratisation d'accès à l'art, c'est une politique publique bien connue par exemple en France, c'est même l'alpha et l'oméga des politiques publiques de la culture depuis le ministère de Malraux jusqu'au ministère de Frédéric Mitterrand qui a reformulé les choses, mais enfin, ça fait quand même quasiment 50 ans. Ce qu'on relève moins, c'est que cette dynamique de démocratisation de l'accès à la culture qui consiste à construire des outils de diffusion culturelle, s'accompagne aussi d'une démocratisation d'accès aux carrières artistiques. L'accès aux carrières artistiques au début du XXe siècle est réservé quasi exclusivement, sauf accident de parcours, à des individus qui sont issus de classes sociales, qui sont dotés d'un très fort capital culturel et d'un très fort capital financier, c'est-à-dire la petite moyenne bourgeoisie et l'aristocratie.
Et si on regarde la sociologie du mouvement surréaliste, il y a vraiment très peu d'individus qui ne sont pas issus. Voilà. Alors après, il peut y avoir des transfuges de classe, des gens qui viennent de la grande bourgeoisie et qui accèdent à, en tout cas qui font le choix d'un mode de vie différent, qui souvent s'associe à une volonté politique de converger avec les classes populaires. C'est le cas d'un certain nombre d'artistes qui ont épousé le projet marxiste, etc., etc. Mais ce sont quand même à l'origine des individus qui sont allés au lycée, qui ont fait des études, et il faut se souvenir qu'à cette époque-là, les bacheliers représentent une portion très peu nombreuse de l'ensemble des enfants scolarisés en France. Bon. C'est le moment aussi où se constitue historiquement la classe moyenne. Alors, c'est compliqué cette histoire-là. Je vous renverrai volontiers un livre de Nathalie Quintane, une romancière contemporaine, qui en a fait une sorte d'essai mi-poétique, mi-sociologique, qui vient de paraître l'an dernier aux éditions POL, que je vous recommande parce qu'évidemment la classe moyenne est la classe qui échappe à tous les outils de catégorisation. À partir de quand on sort des classes populaires pour devenir membre de la classe moyenne, et à partir de quand on la quitte pour accéder à la bourgeoisie, où c'est très compliqué, les outils ne convergent pas forcément vers les mêmes données, et puis c'est aussi un concept qui a une histoire. Et puis la troisième assertion est plus formelle. Il faut essayer d'être attentif dans ce moment de crise de la modernité telle qu'elle a été formulée historiquement entre la seconde moitié du 19e et les années 1930-1950. Il faut être attentif aux formes. Cette crise, elle va beaucoup se formuler à travers des logiques d'appropriation, de citation. L'émergence de l'art conceptuel dans les années 60 va doter les artistes d'outils qui vont détourner du schéma conceptuel classique, celui qui émerge à New York entre 68-69 et en Grande-Bretagne, pour être détourné à des fins critiques, notamment pour travailler l'idée de contexte d'exposition, comme chez Dan Graham. Bref, la réflexivité critique, et une réflexivité critique qui se porte notamment sur les récits surplombants qui dominent le paysage esthétique de cette période. Et je crois que définitivement, entre 1965 et 1995, ce qui est aboli, c'est l'idée d'une théorie esthétique ou d'une geste artistique qui serait systématique, qui serait surplombante, universaliste, c'est-à-dire qui engloberait dans son projet comme un alpha et l'oméga de tout ce qui a précédé et de tout ce qui est à venir. Ça, c'était pour partie lié au projet moderne dans son moment historique de construction, et c'est ce qui s'effondre en grande partie dans ces années-là. Alors, je vais démarrer, donc c'est un itinéraire à partir d'œuvres, et je vais démarrer par les avant-gardes. L'effondrement des avant-gardes, et j'aime bien prendre comme exemple d'effondrement d'une avant-garde l'internationale situationniste, cofondée par Guy Ernest Debord, qui s'appellera Guy Debord par la suite en 1957, et qu'il auto-saborde en 1972. Et il faut revenir un petit peu sur, réélargir la focale pour comprendre l'effondrement des avant-gardes. Alors, le projet des avant-gardes, souvenez-vous, à partir du futurisme, c'est l'idée qu'on tient dans la main droite la transformation radicale de la société, dans la main gauche la transformation radicale du champ esthétique dans lequel on s'inscrit, et si ça peut converger main gauche et main droite en se tenant bien la main dans un projet uniforme, cohérent, etc., c'est encore mieux. Souvenez-vous, les différents titres
des revues surréalistes, littérature, la première, la révolution surréaliste, puis le surréalisme au service de la révolution. Vous avez là exemplairement un itinéraire d'une avant-garde parmi d'autres historiques qui décrit très bien ce trajet, cette trajectoire. L'internationale situationniste procède du même projet. D'ailleurs, ils ont intitulé leur mouvement, enfin, Guy Debord. Je sais qu'il n'était pas tout seul, mais il a quand même joué un rôle, il avait une place cruciale, l'internationale situationniste. L'internationale, dans l'époque, fin des années 50, on parle de l'internationale ouvrière. On parle de la première internationale, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. C'est pas anodin, c'est que Guy Debord est persuadé, si vous le lisez au fond, que le situationnisme est là pour remplacer les avant-gardes et le mouvement d'émancipation ouvrière en un seul et unique mouvement qui s'appellerait l'internationale situationniste. C'est-à-dire qu'après la quatrième internationale et les avant-gardes historiques, il y aurait l'internationale situationniste qui serait une espèce de résolution dialectique parfaite entre ces deux grandes dynamiques historiques, celle menée par les artistes, celle menée par les ouvriers. Et d'ailleurs, Guy Debord commente abondamment dans son œuvre les principaux théoriciens du marxisme. Marx en premier lieu, d'autres philosophes qui ont un rôle important dans la pensée de Marx comme Hegel, mais aussi Lukács, mais aussi Marcuse. Il affronte durement d'autres intellectuels marxistes hétérodoxes comme Henri Lefebvre dans les années 50. Alors, simplement, dans les deux mains, chez Guy Debord, il y a quand même le projet qu'une main prenne un petit peu l'ascendant sur l'autre, puisque au moment de la fondation de l'internationale situationniste en 1957, il y a une espèce de petit conflit interne entre ceux que leurs adversaires appellent les sociologues et ceux que les autres adversaires appellent les artistes. Debord est bien évidemment le chef de file de la tendance des sociologues qui cherchent à virer les artistes, notamment Asger-Jorn, du mouvement. En réalité, l'idée de Guy Debord, c'est non pas d'en finir avec l'art, enfin si, d'en finir avec l'art, mais plutôt d'utiliser les pratiques artistiques des avant-gardes, notamment un certain nombre de pratiques qu'il a contribué à formuler la décennie précédente, comme le concept de dérive, qu'il qualifie de comportement expérimental, l'idée de psychogéographie, etc. Au fond, des choses que rétrospectivement, un théoricien de l'art pourrait qualifier de proto-performance, de proto-happening, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est d'abandonner toutes les étiquettes et de définitivement couper ou résorber la coupure qu'il y a entre le champ de l'esthétique et le champ du monde social, pour que la dérive devienne un comportement expérimental à des fins de transformation, d'abord de soi-même, et puis du monde et de son rapport au monde et du monde en dernier lieu. Et donc, la Société du spectacle et les 12 numéros de la revue internationale situationniste ne sont que des moments qui scandent cette espèce de mouvement qui cherche à émanciper la société à partir d'un projet qui s'ancre à l'origine dans des pratiques artistiques d'avant-garde. Et puis il y a mai 68, à laquelle les situationnistes participent activement en France. Notamment en noyautant le groupe des Enragés qui occupe la Sorbonne, ou en noyautant l'UNEF, le syndicat étudiant bien connu, sur son site de Strasbourg, puisque c'est l'UNEF de Strasbourg qui a édité la brochure bien connue de la misère en milieu étudiant. J'ai un petit problème de mémoire sur le titre, mais enfin, bref. Et mai 68 est une révolution qui n'a pas eu lieu. Lieu, mais il y a 2 jours, ils peuvent prendre le pouvoir.
Vous savez, c'est le moment où De Gaulle part en hélico à Baden-Baden, où vraiment le pouvoir vacille. Si vous avez quelques insomnies, vous pouvez lire les mémoires de Georges Ségui, qui était un leader cégétiste de l'époque, mais qui était l'un des principaux négociateurs des accords de Grenelle, qui, avant d'être le Grenelle de l'environnement, était le nom des accords dans lesquels le jeune Jacques Chirac venait un revolver dans la poche parce qu'il avait peur des rouges, et dans lequel le jeune Cohn-Bendit venait évidemment en retard. Et voilà. Et Ségui dit bien dans ses mémoires toute l'incompréhension de cette période. Eux ne comprenaient pas ces jeunes gens qui arrivaient les cheveux longs, en retard, qui avaient des revendications que, de leur point de vue, le monde ouvrier ne pouvait pas comprendre. Eux avaient des revendications très claires en termes de réduction du temps de travail, de salaire horaire, etc. Et en face, une frousse bleue et en même temps, une espèce de compromis politique historique fondé dans la résistance entre les gaullistes et le Parti communiste. La révolution n'aura pas lieu et n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de prise de pouvoir. C'est une révolution qui n'a pas abouti sur une prise de pouvoir. Et ça a été le cas de la plupart des révoltes de la fin des années 60, au Japon, aux États-Unis, etc. Et c'est l'une des explications de l'émergence de ce qu'on pourrait qualifier d'un terrorisme d'extrême... Oui, non, on peut le qualifier comme ça, un terrorisme d'extrême gauche dans le sillage d'un mai 68 avorté. C'est Action Directe en France, c'est les Brigades Rouges en Italie, c'est la RAF en Allemagne. Et si vous voulez, les derniers feux d'une idée révolutionnaire qui termine dans des groupuscules violents qui vivront de l'illusion d'un renversement de masse du pouvoir bourgeois, mais qui n'arrivera jamais. C'est la gauche prolétarienne menée par Benny Lévy qui, en 1973, explique à ses troupes que le grand soir n'aura pas lieu, qu'il n'y aura pas de prise de pouvoir. C'est les partisans de la gauche prolétarienne qui vont essaimer dans le paysage culturel français, qui vont aller fonder le journal Libération, qui vont aller, pour certains, verser dans une forme de mysticisme religieux, etc. Mais c'est un moment... mai 68 a été un formidable transformateur social, un moment de libération de la parole publique très important, mais il faut voir son revers. Son revers, c'est une très grande désillusion dans les mouvements les plus avancés et les avant-gardes, hein, ceux qui sont vraiment en avant de la révolte. Et puis mai 68, c'est aussi un moment où... il y a quasiment eu un cadrage artiste de la Révolution. Le génie de Cohn-Bendit, c'est d'avoir assisté au séminaire d'Henri Lefebvre à Nanterre, d'avoir vu les premiers happenings de Jean-Jacques Lebel, d'avoir écouté un certain nombre de théories de Guy Debord qu'il avait envoyées sur dictaphone, parce que, évidemment, Guy Debord refusait absolument de participer à quoi que ce soit avec ce bourgeois corrompu de Henri Lefebvre, mais il envoyait quand même un long texte enregistré au dictaphone, hein, quand même. Une part du génie du mouvement de mai 68, ça a été de se réapproprier des pratiques performatives novatrices, celles qui venaient de naître dans le champ artistique, à des fins de renouvellement du vocabulaire de la contestation publique et politique. Et ça s'est passé en France, ça s'est passé globalement aussi aux États-Unis sur les campus américains, dans lequel on a vu une forme de contestation qui s'affranchit des normes de la manifestation dans la rue, avec les pancartes, etc. Il y a toujours ça, mais il y a aussi des manifestations d'un nouveau type. Bref, 1972, on est 4 ans après mai 68. Guy Debord, il y a une prise de conscience que le vent de l'histoire a tourné, on peut lire ça dans quelques-uns de ses textes, notamment cet aspect extrêmement mélancolique qui peut même se teinter d'un assez large ressentiment à certains moments, qui voit cette période du milieu des années 50 jusqu'à la fin des années 60 comme une période de dynamique extraordinaire qui les amène à occuper un point central dans les débats culturels et politiques de l'époque.
et puis en même temps un effondrement. Le fait que mai 68 n'ait abouti à rien, au fond, désosse complètement la cohérence de leur... bref. Donc ils s'abordent le situationnisme. Alors il n'y a pas grand mérite à avoir s'abordé le situationnisme, il avait ostracisé la plupart des autres protagonistes, il avait eu une bonne trentaine d'années pour les exclure les uns après les autres. Et si on comptabilise les dizaines de pseudos qu'il utilisait pour écrire lui-même la plupart des textes de l'organe, des différents organes du situationnisme, au fond, il restait quand même plus grand monde à cette époque-là. D'ailleurs, y a-t-il eu jamais grand monde dans l'international situationniste ? C'était au mieux quelques dizaines de personnes. Comme ils avaient une peur extrême de créer des effets de cours, etc., voilà. Bon, je ne poursuis pas trop là-dedans, mais un slogan important du situationnisme, ne travaillez jamais. Et puis, quelque chose de très important qui va nous servir pour la suite, c'est les situationnistes ont théorisé la dérive en tant que comportement expérimental, mais aussi ils ont donné des mots à la pratique du détournement. C'est l'idée de s'approprier dans l'idée de Debord quelque chose qui est culturellement déjà construit. Il parle même de préfabriquer. C'est un terme qui est évidemment péjoratif, puisqu'il l'emploie par analogie aux préfabriqués, aux immeubles préfabriqués que la France de la reconstruction construit en grand nombre dans les périphéries urbaines pour loger les populations à reloger de l'Algérie, etc., et qui vont devenir les futures banlieues. Il y a déjà une critique très forte de l'urbanisme, du cadre de vie qui structure tout le situationnisme. Et dans cet exemple de détournement, on voit bien qu'on utilise des codes culturels issus de l'industrie culturelle, par exemple les westerns américains, qui sont mus par une conception viriliste, presque nationaliste, etc., qu'on va détourner à des fins critiques. Et alors on démarre avec un détournement des comics, un détournement des films américains. Dans les années 70, il y a des films situationnistes assez drôles. Je pense à La dialectique Castel des Briques de René Viennet, que je vous engage à voir sur YouTube, qui est un film de kung-fu de Hong Kong, dans lequel tous les protagonistes se castagnent en récitant des éléments de la dialectique maoïste contre des éléments d'exégèse de Lukács sur les manuscrits de 44 de Marx. C'est absolument... voilà. Après l'international situationniste, il va y avoir encore des aventures collectives, mais le couplage avec le politique est beaucoup plus compliqué. Ce qui rend compliqué le couplage avec le politique, c'est aussi la plus grande publicité qui est faite de l'échec des États socialistes, du goulag, de la question de la liberté artistique. Ces débats, ils existaient déjà dans les années 30, ils existaient très très peu de temps après la Révolution de 1917, dès les années 20, il y a déjà ces débats. Mais c'est des débats qui sont internes au champ artistique, dans lequel s'affrontent des écrivains communistes avec un parti communiste qui construit sa courroie de transmission avec le stalinisme et l'idéologie marxiste-léniniste soviétique, et de l'autre, des gens qui vont plutôt aller vers le trotskisme, etc. Donc c'est des débats politiques. Là, dans les années 60, ça devient très clairement compliqué pour des artistes de faire comme Picasso, c'est-à-dire d'avoir sa carte au PCF, d'être à la fois une vitrine de la modernité et en même temps une vitrine du parti. Il n'y a guère qu'Aragon, mais avec un luxe de contorsion idéologique extraordinaire qui, jusqu'au bout, tiendra un rôle particulier dans la maison communiste. Mais voilà, le rapport au politique est compliqué. Et puis, dans les débats artistiques, la plupart des artistes formulent le fait qu'ils ont quand même avalé un certain nombre de couleuvres autour de la question de la Révolution. Donc,
on veut bien formuler des choses politiques sur le monde social, mais pas forcément adouber une plateforme de revendication, un féodé, un parti, etc. C'est ça qui a relativement changé. Et ça, c'est très important parce qu'au fond, l'artiste d'avant-garde va laisser sa place, non pas à un artiste apolitique, désintéressé de la marche du monde, etc., mais plutôt à un positionnement critique qui est encore largement en place aujourd'hui et qui consiste, si vous voulez, quand il y a une blessure sociale, l'artiste est une espèce d'enquêteur qui vient avec du whisky et du sel et qui verse abondamment sel et whisky sur la plaie de manière à ce que ça fasse bien mal et que quelque chose sourde de cette... sans forcément que l'artiste vienne avec un certain nombre de solutions formulées très clairement, ce qui pouvait être le cas d'un certain nombre d'artistes des années 30. Et j'aime beaucoup les banalistes. La banalyse, c'est une espèce de mouvement à géométrie très variable, peu connu, mais absolument réjouissant du début des années 80, qui se construit déjà comme une espèce de pastiche des avant-gardes, et pas de n'importe laquelle, un pastiche, une relecture pastichée et critique de l'intérieur du concept d'avant-garde, par exemple de l'international situationniste. Vous savez, je vous avais dit que les avant-gardes étaient une tradition, avec une grammaire bien instituée, le manifeste, le moment de rupture, hein, le geste symbolique aussi qui vous qualifie au rôle d'avant-gardiste. Eh bien, ils ont singé un petit peu cette grammaire dans un moment qui est à la fois un moment parodique, mais qui a aussi des accents relativement pertinents dans ce que ça dit sur l'époque et dans ce qu'il formule sur les transformations de l'époque. À la fois, il formule très clairement que l'idée de l'avant-garde est quelque chose qui a vécu. Donc le principe, c'est que il y a un congrès, comme il y avait des congrès situationnistes qu'on voyait en noir et blanc avec 4 types autour de bouteilles vides autour d'une table, et on faisait le congrès d'Alba. Bon, puis après, vous aviez des textes extrêmement roboratifs, bref, avec... bon. Donc il y a un congrès aussi, c'est le congrès de Fad, avec un S. Évidemment, il faut entendre Fad sous un autre angle, je vais en parler juste après. Voici Fad dans l'image de gauche, c'est une halte ferroviaire. Il y a un bâtiment qui est une espèce d'hôtel brasserie qui ne devait pas accueillir grand monde, mais qui a accueilli, à partir de 1982, le congrès de Banalyse. Alors, dans les textes de la Banalyse, il y a cette espèce de statement absolument génial, est considéré comme banaliste n'importe quel individu qui a simplement émis la possibilité de se rendre au congrès de Fad. Parce qu'évidemment, il faut y aller à Fad. Le congrès se déroule de la manière suivante. Les trains étant rares, les congressistes restent sur plusieurs jours et banquettent en devisant de la banalité, du quotidien, du plus ordinaire. Surtout pas de transfiguration du banal, hein. Non, là on est dans le cambouis de l'ordinaire. Et à chaque fois qu'un train se présente, les congressistes sortent en randonnion, s'aligner sur le quai pour accueillir, comme il se doit, les futurs membres de la Banalyse qui, peut-être, descendraient à la halte ferroviaire de Fad. Un banaliste est donc un homme tranquille. Voilà, à mon avis, une manière de formuler une crise ou l'effondrement d'avant-garde, tout en gardant un projet qui a pu être, qu'ils ont pu avoir en partage avec l'international situationniste. L'exploration de la banalité, l'exploration de ce continent extraordinaire. Je ne devrais pas employer ce terme extraordinaire, je le gomme. En tout cas, de ce continent qui est le monde de la vie quotidienne, de l'ordinaire, et d'un ordinaire qui est un ordinaire transformé, qui est celui de l'émergence des banlieues pavillonnaires. Il y a alors,
comme les situationnistes, ils ne font guère que publier des revues renégotées, agrafées, dans lesquelles vous avez par exemple des analyses extraordinaires. Ah, ensuite il faut que j'arrête avec ce terme. Enfin, des analyses absolument drôles et bien senties. Vous imaginez un historien de l'architecture qui fait une description de l'élévation de la cathédrale de Chartres. Eh bien, imaginez le même luxe dans l'outillage théorique pour décrire des banlieues pavillonnaires, banlieues de Lyon ou de Paris, etc. C'est absolument réjouissant. Donc, la banalyse, je vous signale qu'il y a une édition d'archives qui vient de paraître chez Jean-Michel Place, si ma mémoire est bonne, et c'est vraiment un mouvement extraordinaire, troisième fois, décidément. Bref. Alors, puisque l'avant-garde s'est fait, on va pouvoir s'intéresser maintenant aux outsiders, et notamment aux travaux d'artistes femmes, qui formulent artistiquement quelque chose sur la domination masculine, sur la condition des femmes de leur époque, et qui s'inscrivent pleinement dans l'émergence de vagues féministes dans les années 60-70. En gros, après la première vague féministe, c'est le moment plutôt d'émergence de ce qu'on appelait la deuxième vague féministe. Et il y a une artiste américaine dont je voulais vous présenter le travail, c'est Martha Rosler. Martha Rosler a fait une vidéo performance, je vais qualifier son travail comme ça. C'était en pneumatique, on est en 1975, donc c'est les débuts de la vidéo grand public. Le cadrage est très simple, la caméra est posée sur un pied et elle est dans sa cuisine. L'œuvre s'intitule Semiotics of the Kitchen. Semiotics, il y a bien cette idée de déconstruction structurale. On est dans un moment où on lit beaucoup sur les campus américains, Derrida, Foucault, etc. Donc il y a des petits relents de tout ça dans le titre. Et Martha Rosler se met en scène dans la cuisine, si vous voulez, elle vous fait la démonstration comme un type vous ferait des démonstrations sur un marché, vous savez, avec des ustensiles de cuisine. Donc il y a d'abord l'énoncé sur un ton neutre en voix off d'un ustensile, comme par exemple le couteau. Et là, on s'imagine qu'elle va nous faire une démonstration de comment découper un poulet, etc., conforme aux représentations véhiculées par le dispositif qu'elle construit, qui est typiquement celui des émissions culinaires à la télé américaine. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le discerner, mais dans la bibliothèque derrière, il y a un livre dont la couverture est ostensiblement lisible, et le titre, c'est « La cuisine de nos grands-mères ». Évidemment, elle va créer une distanciation, une distorsion entre ce que dit cette situation, ce qu'elle convoque dans nos imaginaires sociaux, et un geste qui est un geste mécanique, franchement menaçant avec certains ustensiles, qui construit très clairement une distanciation critique et politique vis-à-vis d'un certain nombre de routines visuelles, de routines sociales dans le rapport. Évidemment, ça nous paraît la cuisine, le lieu presque emblématique de la réflexion sur le féminisme, et il faut bien voir qu'on est en 1975. Je vous conseille l'ensemble de ces autres travaux. Il y a notamment quelque chose de particulièrement savoureux sur les nouveau-nés et sur la manière dont on éduque les enfants. C'est d'ailleurs un type de performance qu'a fait Flores. Je me souviens encore de Tsuneko Taniguchi au Palais de Tokyo qui faisait une performance en reprenant, vous savez, les cours qu'on a à la maternité pour donner le bain aux enfants, dans lequel elle noie ostensiblement l'enfant en le démembrant, en l'habillant. C'est le moment aussi où émerge une formulation artistique d'autres outsiders. Cette artiste-là, elle est doublement outsiders. Elle est femme et afro-américaine.
Et Adrian Piper va construire tout le début de sa carrière. En réalité, elle était d'abord peintre, mais elle va commencer à être connue, notamment quand elle formule ses performances, qui sont des performances de rue ou des performances dans des institutions, dans lesquelles elle déconstruit la neutralité de la couleur blanche, dans laquelle elle tend un miroir social aux spectateurs, au public de l'art contemporain, qui leur montre, qui tente à montrer la construction de leur regard et le fait que peinture fraîche, qu'est-ce que désigne l'énoncé? Qu'est-ce qui est fraîchement peint? De quelle couleur s'agit-il? Évidemment, il y a une forme de sileps dans cet énoncé, et elle a aussi réalisé ce type de carte de visite, une carte de visite dans laquelle elle construit un rapport extrêmement frontal avec l'individu auquel elle le remet, dans lequel elle lui dit bon, écoutez, la première chose, c'est que je souhaiterais ne pas être dérangé. D'ailleurs, je vous donne cette carte pour que vous ne me dérangiez plus. Donc, voilà. La deuxième chose, c'est que je suis noir. Je vois bien que ça vous enquiquine, mais enfin, on est dans un moment qui est encore très militant et dans lequel la modalité de rapport avec le public passe souvent par l'affrontement. L'affrontement très direct, donc, c'est quelque chose de critique. La performance sert à rendre lisibles des dynamiques sociales qui sont invisibles parce qu'elles sont routinières ou parce que, etc. Et pour ce faire, la stratégie, c'est d'y aller à la truelle et frontalement, le plus frontalement possible, avec une forme de saisie du spectateur qui est plutôt de l'ordre de la gifle que de l'invitation à réfléchir. C'est assez typique de l'époque. Donc, Adrian Piper, elle a une carrière différente de celle de Benjamin Patterson dont je vous parlais tout à l'heure. Patterson, il a été violoncelliste empêché, puis artiste Fluxus, et au moment des droits civiques, il va abandonner l'art pour devenir un militant pour les droits civiques pendant quasiment 20 ans. Et il va reprendre sa carrière artistique très tardivement. C'est-à-dire que lui, il avait construit son rapport à sa carrière comme une césure. Il avait bien compris que quand il défilait pour les droits des Afro-Américains, il n'y avait pas beaucoup de ses collègues Fluxus blancs qui étaient dans les manifs. Il avait bien compris qu'il ne construirait pas grand-chose en restant dans Fluxus autour de ces questions-là. Même s'il y a quelques performances du tout début des années 60 qui, de manière un peu souterraine, formulent très clairement la question du rapport à la couleur de la peau, etc. Je pense à une pièce de 1964 dans laquelle la partition de performance dit voilà, il pose la question aux membres du public, est-ce que vous avez confiance en moi? Et tous ceux qui lui répondent non se mettent à gauche et tous ceux qui lui répondent oui se mettent à droite. Et à chaque fois qu'il réalisait cette performance, il y avait toujours plus de gens qui n'avaient pas confiance en lui que... Voilà. Évidemment, il ne faudrait pas extrapoler une certaine causalité sociale qui n'existerait pas, mais on peut quand même voir là peut-être un moment de formulation pas forcément très explicite, mais de quelque chose qui serait sa condition noire dans le champ de l'art américain blanc des années 60. Voilà, Adrian Piper, c'est une génération plus jeune et elle fait un autre choix. Le choix de s'affirmer comme artiste en travaillant précisément sur cette question-là et sur son propre positionnement social de femme et de femmes afro-américaines. Restons dans le champ féministe et le féminisme va devenir un lieu important de la formulation artistique des années 60 à 90.
Barbara Kruger, We Don't Need Another Hero, ça pourrait être une du magazine Cosette. C'est, vous voyez, toute l'idée d'empowerment de la femme, de détournement des codes visuels publicitaires. Elle est elle-même issue du monde de la communication visuelle, donc elle détourne les codes. Cette idée du détournement, qui est au fond, même si elle ne le théorise pas dans sa pratique, très conforme à ce que théorisait Guy Debord dans le numéro 1 de l'International situationniste en 1957. C'est-à-dire on prend des éléments préfabriqués, visuels, etc., et on les détourne à des fins critiques. En tout cas, on leur fait dire autre chose qui, du coup, sape leur fondement. On voit bien que, de ce point de vue, il n'y aurait pas la modernité d'un côté et puis de l'autre côté un abandon pur et simple de tous les enjeux, de tout ce qu'a construit la modernité. Il y a bien des continuités, mais on ne sert pas les mêmes finalités. Barbara Kruger ne croit pas à un progrès de l'histoire. Elle ne croit pas que l'histoire de l'art a une forme de télos, de finalité, de fin. Quel serait-il ou fût-il une société de l'égalité homme-femme? C'est évidemment ce qui est souhaitable, mais ce ne serait pas la fin de l'histoire. Ouais. La question du genre, évidemment, se construit aussi dans le pourtour de ces artistes américaines dans ces mêmes périodes. Et la question du genre, c'est-à-dire d'une dissociation entre le sexe biologique et ce processus compliqué qui est la construction sociale de l'identité des individus, qui parfois convergent et parfois pas, il faut en voir l'émergence aussi chez des artistes comme Cindy Sherman, qui, tout en s'inscrivant dans le champ de la photographie, est dans un code iconographique a priori très travaillé dans l'histoire de l'art, qui est celui de l'autoportrait, lui superpose une logique du tableau vivant ou de la superposition avec une autre image qui passe par le déguisement et dans lequel elle met à l'épreuve des images en circulation dans le monde social. Ça peut être des images de mode ou issues du cinéma de l'époque, comme c'est le cas dans cette photographie, dans laquelle elle reprend des poses, etc., etc. Mais ça peut être aussi une relecture de la Madone du diptyque de Melun de Jean Fouquet, qui interroge les codes iconographiques par lesquels la femme a été représentée dans l'histoire, dans une mise en perspective beaucoup plus importante. Et ça, c'est encore quelque chose de fondamental. Pour comprendre la crise du récit moderne. La crise du récit moderne passe par une forme d'instabilité entre les différentes catégories du temps que sont le passé, le présent et le futur. Alors que dans la modernité, on avait donc un régime d'historicité avec un présent plutôt hypertrophié, enfin un présent important et un futur hypertrophié et plutôt un passé tout rikiki. Là, on a un certain nombre d'artistes qui cassent ce régime d'historicité, qui construisent un dialogue de leur travail avec l'époque dans laquelle ils sont, mais aussi avec un passé plus lointain, de manière à construire des perspectives. Et ça, c'est quand même une manière de formuler le travail artistique qui est relativement étrangère à la modernité. Ce travail de la citation. Parce que c'est une citation visuelle. De la même manière qu'un écrivain cite un autre texte en construisant des guillemets,
la ressemblance visuelle avec quelque chose qui fait partie de notre, notamment pour les historiens de l'art, de banque de données visuelles dans lequel on repère, etc. C'est la même, si vous voulez, la façon que les artistes ont de mettre des guillemets. Donc on cite, et on cite de manière critique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un rapport de Béni Oui Oui ou de Ravi de la Crèche avec les éléments de la citation, on est dans un rapport critique avec la citation. Ce qui la frappe, évidemment, c'est d'autant plus frappant qu'elle reperforme cette image, c'est la géométrisation terrible du corps de la femme et la contorsion qui l'oblige à rentrer dans une espèce d'idéalisation géométrique du corps, qui est assez typique des codes iconographiques de cette période, notamment dans la peinture française, et qui est un impossible corporel pour les femmes. Donc il y a tout ce travail qui se joue de cette manière-là. Si l'on dérive un petit peu du côté de la photographie, je peux vous parler de deux artistes, mari et femme, qui ont eu un rôle crucial dans la photographie contemporaine. C'est Bernd et Hilla Becher, qui se sont fait connaître pour des séries de photos qui s'apparentent à celle-ci, c'est-à-dire des clichés pris avec des protocoles photographiques. Pour parler de leur travail, on emploie souvent le terme de photographie conceptuelle, mais il ne faudrait pas se tromper sur ce que suppose l'étiquette de conceptuel dans leur cas. Et puis, il s'agit, en termes de motifs, presque toujours d'éléments industriels, architectoniques, et vous remarquerez, le protocole est, en termes d'échelle, de distance du point de vue par rapport au motif, de chromatisme ou de contraste entre le ciel et le motif en lui-même. On essaye vraiment d'être dans des valeurs de neutralisation et d'équivalence d'une image sur l'autre, de manière à maximiser les effets de comparaison du regard qui passe d'une image à l'autre, la sérialité, le rythme. Il ne faudrait pas voir dans la photographie conceptuelle, et notamment telle qu'elle est formulée par les époux Becher, quelque chose qui ne se construit qu'en rapport aux œuvres de Laurence Wiener ou Joseph Kosuth. En fait, cette manière de faire la photographie remonte aux origines de la photographie. C'est la photographie des ingénieurs. Ceux qui ont inventé l'idée du protocole photographique pour maximiser les possibilités de comparaison et neutraliser l'arrière-plan social, etc., ce sont les photographes qui ont accompagné les ingénieurs qui construisaient les voies ferrées et les ouvrages d'art sur les voies ferrées dans la seconde partie du XIXe siècle. Au musée d'art moderne de Saint-Étienne, vous avez dans la collection des très très beaux clichés qui datent de cette période, qui documentent, c'est presque l'invention aussi de l'esthétique documentaire à ce moment-là, qui documente l'émergence du rail entre Lyon et Saint-Étienne, les différents ouvrages qui sont construits. Et ce sont ces photographes qui sont plutôt du côté des ingénieurs qui ont l'idée de construire des protocoles de régime de regard. C'est-à-dire de construire des règles de regard, des règles de prise de vue qu'ils itèrent, qu'ils réitèrent à chaque nouveau cliché. Alors, en quoi cette série des Becher résonne avec la crise de la modernité? Eh bien, précisément parce que là, ce sont des réservoirs à essence. Ils sont presque toujours présentés comme quelque chose qui pourrait être des ruines. D'ailleurs, on est dans un moment où commence à se produire un lent mais inexorable mouvement de désindustrialisation en Europe. C'est le moment des crises pétrolières,
C'est pas forcément très frappant dans ces réserves de gaz ou d'essence, mais il y a un certain nombre d'autres images, comme des images de hauts fourneaux, etc., qui relèvent déjà d'un passé révolu au moment où il les photographie entre le milieu des années 70 et le début des années 90. Or, cette iconographie industrielle et l'idée même de révolution industrielle est bien quelque chose qui joue un rôle fondamental dans le récit moderne. Parce que c'est le récit prométhéen de la transformation du monde, et puis l'idée que le progrès scientifique, industriel, s'accompagne nécessairement d'un progrès social. Ça aussi, c'est une idéologie moderniste qu'on a bien abordée dans la première séance. Donc, là, la geste conceptuelle consiste précisément à construire un régime de regard et un dispositif qui permet, par l'image, de construire ce point de vue critique sur le motif, sur son histoire, dans la série, etc. L'autre endroit d'une réflexivité critique très forte dans la photographie, c'est dans la photographie de Jeff Wall. La photographie moderne, pour une certaine part d'entre elles, s'est aussi constituée autour d'un mythe qui est celui de l'instant, du kairos, ce fameux instant qui a donné l'instantané. Par exemple, quelqu'un comme Giorgio Sommer, qui est un photographe de la seconde moitié du XIXe siècle, quand il photographie les fouilles à Pompéi, il va s'attacher à photographier principalement les corps qu'on a retrouvés dans les excavations. Vous savez, ces fameux corps si frappants parce qu'ils ont été saisis dans le moment même de leur mort. Vous avez le type qui est en train de dormir, mais il y a aussi la personne qui s'est couchée à terre dans la rue pour se protéger des nuées ardentes, et ils sont vraiment figés dans le moment de leur mort. Évidemment, c'est presque une métonymie d'un mythe très important dans l'émergence de la photographie, c'est celui de ce fameux kairos, cette idée que la photographie va saisir l'instant, le moment décisif de quelque chose. Donc c'est à la fois une photographie documentaire, mais une photographie qui tient un discours sur la photographie. Jeff Wall est sans doute l'artiste qui a le plus déconstruit ce mythe de l'instantané, qu'avaient renforcé un certain nombre de photographes, notamment français, tous ceux qu'on a regroupés autour du réalisme poétique, Doisneau, Cartier-Bresson, etc. Imaginez-vous, on est en argentique. Cette image a quelque chose de l'impossible. Rien n'est flou. Rien n'est flou. Vous avez la giclure de lait parfaite. Le type n'a pas bougé d'une once. Vous avez les reflets dans la vitre, etc. Mais il a conçu sa manière de photographier ces scènes vraiment comme un réalisateur de cinéma. C'est-à-dire que c'est une photographie de studio ou une photographie construite. Vous avez des éclairagistes. Vous avez... c'est comme un plateau de ciné, la manière dont Jeff Wall construit ses photographies. Et il s'amuse avec les codes et les mythes de la photographie. Pour cette image, c'est 300 prises, parce qu'évidemment, en argentique, on ne s'aperçoit du résultat qu'au tirage. Donc il faut faire une multitude de prises, on ne peut pas regarder sur un écran de contrôle, tiens, elle est floue, celle-ci, pof, hop, je l'écrase et puis je passe à la suivante. On n'est pas encore dans cette logique-là. Et puis, il va construire aussi un dispositif qui consiste à se réapproprier le caisson rétroéclairé des affichages publicitaires dans les grandes villes. De sorte qu'on a une lumière qui est complètement uniforme à quelque endroit de l'image qu'on regarde. Ce qui produit aussi ce noir extrêmement profond, qui est presque une non-image dans l'image. Et chez Jeff Wall, vous voyez qu'il y a une sophistication dans la réflexivité sur l'image qui
qui est vraiment relativement extraordinaire. Et dans l'époque, je ne lui vois guère qu'un autre artiste pour aller aussi loin dans le champ de la peinture, c'est Gerhard Richter. Et à mon avis, ces deux artistes sont vraiment emblématiques d'une déconstruction du récit moderne dans leur médium respectif ou dans leur champ respectif. Vous avez vu Hérault peut-être il n'y a pas si longtemps au Musée d'art contemporain, et puisqu'on parlait de citation, Hérault a sans doute été l'un des artistes précurseurs de cette logique de la citation et d'une citation qui déshistoricise son motif. Voyez que dans cet assemblage, on a quelque chose de l'ordre de la citation parodique du portrait de Dora Maar de Picasso, et puis d'un personnage de dessin animé italien que je ne connais pas, mais enfin on m'a dit ça, dans une iconographie qui rejoue aussi les codes de la peinture pop. Et au fond, là il pourrait à partir d'Hérault y avoir deux lignes, et il y a eu deux lignes relativement distinctes. Vous remarquerez que dans cette séance, je ne vous présente aucun travail qui relèverait du néo-expressionnisme, du néo-géo, de la trans-avant-gardia italienne. Je les ai délibérément mis de côté, c'est parfaitement discutable, hein, mais les années 80 ont été un moment dans lequel il y a eu une inflation considérable du travail de la citation, notamment en peinture, et d'une déshistoricisation du motif. Et c'est une ligne de partage importante dont Jameson parle par ricochet dans son essai. Au fond, Jameson dit qu'il y a plusieurs postmodernismes. En gros, il y a des postmodernes conservateurs et il y a des postmodernes progressistes, il y a des postmodernes de gauche et de droite. Et, enfin, il le dit en ouvrant le spectre très large. Et cette mise en crise de la modernité a pu être abordée sous un angle qui cherchait à approfondir les problématiques sociales, esthétiques d'une époque, à les formuler, à faire de la citation sans forcément déshistoriciser le motif qu'on ramène, c'est-à-dire en lui gardant son ancrage historique. C'est ce qui produit le sens. Et puis, il y a eu aussi un certain nombre d'artistes qui ont opté pour le parti pris que l'histoire n'existait plus. Au fond, ils abondaient sans le savoir aux thèses de la fin de l'histoire, et ils ont vu l'histoire de l'art comme un pur réservoir de formes dans lequel on pouvait puiser tout et son contraire à n'importe quelle époque. Alors ça a été un moment, un geste de libération important, peut-être que c'était aussi une nécessité à une certaine époque de déshistoriciser pour réouvrir les grammaires, le vocabulaire visuel, etc. Mais ça a quand même aussi produit un art qui a été relativement inconsistant dans son rapport aux significations historiques et sociales. C'est un jugement peu amène que, évidemment, vous pouvez critiquer et on peut discuter. Ce moment de la crise de la modernité est aussi un moment dans lequel on voit ressurgir plusieurs angles qui avaient été rendus minoritaires dans la première modernité. C'est notamment la question de la narration. Alors qu'il y a toujours ou quasiment eu de la narration depuis l'Antiquité, par exemple, l'émergence de l'abstraction en peinture s'accompagne d'une éclipse de la narration, où la narration rejaillit par la bande, mais enfin, il y a une relative éclipse de la narration pendant la période moderne qui est sans précédent dans l'histoire de l'art si on regarde sur la très longue durée. Et il y a une réappropriation de la narration dans l'art à partir du groupe de la figuration narrative dans les années 60 ou dans quelque chose qui s'appelle la figuration libre dans les années 30, dans lequel on trouve des artistes comme Combas qui, en plus,
remobilise autre chose. Alors je vous parle d'un peintre français, j'aurais pu travailler sur tout un tas d'autres peintres américains, allemands, etc. Mais c'est aussi la question des cultures populaires. Le moment postmoderne est aussi un moment dans lequel l'art, en tant que sphère coupée du monde social et en tant que lieu d'une spéculation très importante et très approfondie sur des questions d'être de l'art, enfin, d'ontologie, etc., se termine au profit, à partir du pop art notamment, mais aussi dans Fluxus déjà, d'un dialogue, d'une réinscription de l'art dans les dynamiques visuelles de l'époque, avec une très grande circulation entre les codes visuels des cultures populaires, les codes visuels dits de l'art, leur imbrication, etc. Et puis chez Robert Combas, il y a aussi cette idée presque d'un art punk, dans le sens où il revendique un rapport au tracé, un rapport aux couleurs, à la saturation de la toile, un rapport à la composition qui est vraiment envisagé comme étant on polarise l'ensemble de la toile, point à la ligne, c'est la seule règle à laquelle il souscrit. Mais quant à savoir quelle dynamique du regard, etc., on voit bien qu'on n'est pas du tout dans des logiques de construction dynamique, de construction qui pourrait être celle d'un Rodchenko ou bon. Alors Gerhard Richter, je vous disais que de la même manière que Jeff Wall, alors c'est pas forcément vous voyez, des artistes qu'on associe facilement au concept de postmodernité. Mais ça, c'est une toile dans laquelle il utilise une technique qu'on dit photoréaliste, qui consiste à peindre d'après photographie, qui est une toile très sophistiquée parce qu'il travaille aussi sur un léger estompage de l'image, et puis qui est un portrait contrarié. Un portrait contrarié qui s'accompagne d'une mise à distance de ce qui est le plus important dans le portrait, le visage. Qu'est-ce qu'un portrait dans lequel le visage est caché, ou qu'est-ce que dit cette attitude de cette femme qui se retourne ostensiblement? Qu'est-ce qu'aurait dit Lévinas d'un tableau comme ça, et de l'interpellation éthique qui gît dans le visage de l'autre? Bref, Gerhard Richter, on retrouve, comme chez Jeff Wall, cette idée qu'on utilise le médium pour aller au bout d'une critique de tous les présupposés, de toutes les routines plastiques, et au fond, c'est le peintre d'une mise en crise de la peinture, mais aussi d'une virtuosité de la peinture, et d'une certaine forme de néoclassicisme de la peinture. Parce que c'est un peintre qui est aussi habile dans la figuration que dans l'abstraction, une autre manière de congédier la modernité picturale, qui s'est fondée sur la dissociation entre figuration et abstraction, et puis de construire des espèces de pièges visuels, d'impossibilités, dans un dialogue avec des maîtres de la modernité. Rot, Blau, Gelb, rouge, bleu, jaune, c'est dans un ordre différent le Rot, Gelb, Blau de Kandinsky. Un tableau qui est un moment paradigmatique de la construction de l'abstraction picturale et de la modernité en peinture. À ça près que dans la modernité, on joue plutôt des couleurs primaires dans leur côté pur. Dans le néoplasticisme de Mondrian, ou chez la plupart des peintres de cette époque, on juxtapose des couleurs pures de manière à construire de manière architectonique l'espace de la peinture. Là, vous voyez que tout est mélangé. On est dans quelque chose qui est à la fois abstrait et gestuel, puisqu'on a bien un tracé de pinceau, mais un pinceau large. Et quand j'étais plus jeune, j'étais gardien à l'Institut d'art contemporain. Je me souviens qu'il y avait eu cette toile exposée à un certain moment, et j'avais passé des longues heures à essayer de comprendre comment il avait peint sa toile. Je n'ai toujours pas compris à ce jour comment il a peint sa toile.
Parce que ça passe dessous, ça passe dessus, sans qu'à aucun moment on ait l'impression qu'il a levé le pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a à la fois de la virtuosité, un piège du regard, et une déconstruction de tous les codes de la modernité picturale dans ce tableau. Et ça, c'est vraiment extraordinaire chez Richter. Chaque tableau est une espèce de question qui est posée d'abord à la modernité picturale. Il est en dialogue avec Picasso, il est en dialogue avec Kandinsky, il est en dialogue avec Klee, il est en dialogue avec ces générations-là. Et en même temps, il déconstruit des gimmicks d'époques plus récentes, comme la gestualité, etc. Et comment retrouver les couleurs primaires dans ce fatras chromatique, c'est une autre question. On voit bien qu'il traite la question des couleurs primaires de manière totalement différente. Il faut que je parle de la sculpture, évidemment. Tony Cragg est aussi en dialogue avec quelqu'un comme Rodin, très clairement. Rodin, c'est quelqu'un qui pense le rapport à la sculpture comme on pourrait penser le rapport à la sculpture sur bois, si vous voulez. Il y a une matière, par exemple une bûche. Si vous voulez la sculpter et qu'il y a un nœud dedans, la forme à venir est informée par la matière elle-même. Ça, c'est très important parce que c'est une manière de penser qui est assez typique des grands pionniers de la sculpture moderne, Brancusi, etc. Or, chez Cragg, on va dissocier, on va revenir à une dissociation entre le fond et la forme. Et en même temps, on joue avec un vocabulaire formel qui est typiquement un vocabulaire moderne ou néo-moderne. Le carré, le cube, c'est du Sol-Lewitt, en plein, mais dans lequel on a fourré tout ce qu'il n'y a jamais chez Sol-Lewitt, du social. Dans l'art minimal, un des derniers moments de pleine modernité, on est avec des peintures laquées. La peinture laquée a cet avantage d'invisibiliser le matériau. Et on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Est-ce que c'est du bois? Est-ce que ça peut être du métal? Avec une belle peinture laquée, il faut gratter, il faut toucher. Pas dans les musées, hein, bien sûr. Ça ne se fait pas. Mais pour savoir véritablement ce qu'il y a derrière. Là, on retrouve une dissociation classique fond-forme et puis en même temps ce rapport à l'appropriation, à l'accumulation qu'il est allé chercher chez les nouveaux réalistes et à une forme qui joue avec les codes de la modernité mais qui les fait littéralement exploser. Et alors, je sors un petit peu de mon cadre temporel pour vous montrer On a Roll, qui est une sculpture en fibre de verre des années 2000, mais qui procède de la même logique esthétique. Avec l'apparition dans les années 60 des matériaux comme la résine, la fibre de verre, plus tardivement, etc. Dans la sculpture, on va pouvoir dissocier, si vous voulez, des questions... Enfin, grosso modo, dans la sculpture, jusque dans les années 60, on travaille avec une force qui s'appelle la gravité. Dès que vous avez une masse un peu importante, il y a la force qui s'exerce et si vous répartissez mal vos masses, soit vous avez des problèmes d'équilibre, soit ça se casse la figure. Enfin bref, vous avez une partie de l'œuvre qui tombe. Avec des sculptures comme ça, on peut donner à peu près n'importe quelle forme, on peut les évider de manière à les... C'est aussi des formes impossibles. Et c'est un simulacre. C'est un simulacre de forme. On ne sait pas vraiment comment c'est construit dessous. Et là encore, dans le rendu de la matière, il faut vraiment regarder sur le cartel pour se rendre compte qu'il s'agit de fibres de verre, parce qu'on pourrait lui donner un tout autre rendu. C'est-à-dire qu'on n'est plus informé sur le rendu par le rapport visuel direct. Et c'est aussi l'une des dimensions qu'avait noté quelqu'un comme Baudrillard, hein, ce moment de la crise de la modernité, de la postmodernité, comme un moment où c'est le lieu d'une construction du simulacre, de quelque chose qui vous fait croire qu'il est une autre chose, alors qu'il ne l'est que partiellement, pas du tout, ou un peu. Alors je me dirige tout doucement vers la fin de mon exposé.
Je vais revenir sur 2 éléments pour la fin de cet exposé. C'est la question de l'effondrement de l'Union soviétique et du mur de Berlin auparavant, et puis la question des expositions. Si vous êtes passé par le musée d'art contemporain en décembre, vous avez peut-être vu cette œuvre qui s'intitule Le navire de Kabakov, qui est une installation monumentale dans laquelle vous avez plusieurs strates. Elle est conçue métaphoriquement comme un navire, et donc sur un navire, vous savez, il y a des ponts inférieurs, etc., puis des coursives. Je ne suis pas très fort en vocabulaire maritime, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. À l'extérieur de l'installation, les images par lesquelles on aborde l'installation, ce sont les images construites par le régime socialiste. Donc, c'est l'image riante du bonheur familial, du bonheur au travail, de la productivité, de la conquête spatiale, de la famille nombreuse, vous voyez un petit peu, il y a des roses rouges souvent, les univers sont relativement léchés, il n'y a pas beaucoup de déchets au sol, enfin tout est propre et nickel, et on sent que chaque image est consciencieusement scénographiée. Et puis, dans les travées centrales, vous avez un certain nombre de documents qu'il a récupérés dans les caves d'un habitat communautaire dans les années 80 et dont il a fait cette installation. Et ces documents sont les documents de tribunaux entre camarades. Alors, il faut savoir qu'en Union soviétique, à Moscou notamment, il y avait des colocations, sauf que dans une colocation, on se choisit entre colocataires. Là, c'est le parti qui choisissait les colocataires pour les mettre ensemble et avec souvent un individu qui surveillait un petit peu tous les autres. Donc, vous avez des individus qui sont célibataires, qui se retrouvent avec des familles nombreuses, etc. Et comme dans toute colocation, il y a un certain nombre de problèmes à régler, ceux qui font du bruit, ceux qui squattent la cuisine, et eh bien, il y avait un lieu de règlement des conflits qui étaient ces fameux tribunaux entre camarades, qui commençaient toujours par une lettre de dénonciation, assortie d'une convocation des différents protagonistes, l'accusé expliquant les causes de son trop-plein de vodka ce soir-là qui fait qu'il avait rembarré vertement telle mère de famille, etc., et qui est assorti d'une peine pour le justiciable, éventuellement une éviction de la cuisine pour 1 mois, ou voilà. Cette pièce de Kabakov est une pièce qui est à la fois une installation, et je n'ai pas beaucoup parlé de stratégie artistique, mais ce moment des années 60 aux années 90, c'est un moment durant lequel émergent des nouveaux langages artistiques. Le langage de la vidéo, qui s'émancipe de l'histoire du cinéma expérimental pour acquérir une espèce d'espace autonome, quitte à re-rentrer à la fin de la décennie 90 dans une espèce de cinéma d'exposition, mais ça c'est une autre histoire. L'installation, qui émerge dans une espèce d'au-delà de la sculpture, une espèce de sculpture élargie à l'espace et au contexte, et avec une très grande interrogation du contexte d'exposition. Et puis qui accède aussi, l'installation, à une dimension parfois narrative. Alors pas une narration linéaire au sens où on peut lire un livre de la première page et la troisième page, mais ça c'est pas garant d'une narration purement linéaire. Si vous lisez Enfance de Nathalie Sarraute, il y a bien une narration qui est complètement déconstruite dans sa linéarité. C'est peut-être aussi, d'ailleurs, Jameson parle beaucoup du nouveau roman comme déconstruction du code du roman classique français, balzacien, etc., comme un des moments de la postmodernité. Mais bref, dans ce type d'installation, on peut avoir accès à une forme de récit, à une forme de récit qui est parcellaire, à une forme de récit qui est un récit qui se construit sur de la conflictualité et sur la mise en présence, la coprésence
entre des éléments d'un discours de type propagandiste qui construit l'image d'une société homogène, etc., qui est une image typiquement moderniste. La société soviétique de cette époque-là répond au fond aux attentes de l'idéologie moderniste d'une certaine manière, et les tréfonds de cette société qui est travaillée par une multitude de conflits, le pluralisme social, les conflits interindividuels, les conflits de couple, et que sais-je encore. Alors, il y a deux expositions qui ont scandé, à mon sens, cette crise de la modernité en France. C'est les immatériaux en 1985 qui ont été co-commissariés par Jean-François Lyotard, le fameux philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'étiquette du mot postmoderne, et dans lequel je vous ai pris cette image que je trouve assez amusante. On voit des Minitel, parce que c'est une exposition dans laquelle l'organisation scénographique se fait sur des notions quasiment anthropologiques, des notions de communication. C'est-à-dire qu'on n'a pas de regroupement par collectivité artistique ou collectivité esthétique, on réfléchit plutôt à des grandes dynamiques sociales. Et c'est comme ça qu'on structure toute l'exposition. Et je pense aussi à une deuxième exposition, c'est évidemment Magicien de la Terre, quelques années plus tard, dont le commissariat était Jean-Hubert Martin. Vous voyez dans la partie droite de l'image cette maison, c'est une œuvre d'Esther Malangou, qui est une artiste sud-américaine de culture ndébélé. Et Jean-Hubert Martin a fait là, on est en 1989, donc on commémore Cocorico le bicentenaire de la Révolution française, je m'en souviens encore, j'étais à l'école primaire, et bref, c'est la fête de l'universalisme abstrait, la fête de la fraternité, de la liberté, etc. Et évidemment, c'est une exposition dans laquelle on met côte à côte les grands noms de l'histoire de l'art européocentré, Sol Lewitt, etc. Et on va accoler à ces artistes, parfois dans une proxémie réellement très très resserrée, des artistes qui ne font pas récit, et qui ne font pas partie du récit de l'histoire de l'art européocentré, dont le travail n'accéderait jamais, à cette époque-là, à une quelconque place dans une collection au MoMA ou ailleurs. Et c'est une exposition qui a fait couler beaucoup d'encre. Le pauvre, il a été accusé de tout. Alors c'était à l'époque où il y avait le débat entre le méchant mot à jeter à la tête des gens à cette époque-là, c'était relativiste. Donc Finkielkraut l'accusait de relativisme, vous voyez, il sévissait déjà à cette période. Évidemment, c'était un couteau dans le dos de la commémoration de l'universalisme, de l'esprit des Lumières. C'était le moment où un certain philosophe, dont je tairai le nom, j'en ai dit un, ça suffit, en voulait, vous voyez, c'était le tout se vaut, c'était déjà la baisse du niveau, bref. Il n'empêche que quand on met Sol Lewitt et Esther Malangou côte à côte, un wall drawing de Sol Lewitt et un Esther Malangou, ce qui est relativement frappant, c'est de voir que la rationalité esthétique qui est à l'œuvre dans les deux dispositifs visuels est un air de famille extraordinaire. Bien évidemment, les contextes diffèrent, donc les significations associées à l'œuvre, les modes de valuation, la place sociale de ce type de dispositif visuel diffèrent. Mais il n'empêche que c'est parfois la même rationalité esthétique, celle qui consiste à élémentariser, géométriser et à construire une forme de très grande rationalité, qui est typique de la modernité, mais qui au fond commence avec Malevich, vous voyez la trajectoire, et de l'autre côté, des œuvres d'art que les Européens ont toujours rangées au musée de l'homme jusqu'à très récemment. C'est-à-dire donc ça, c'est un moment très important, et il me semble que c'est un moment post-colonial de l'exposition, un moment dans lequel il y a aussi l'émergence d'une pensée peut-être un peu à l'aune de ce qui s'écrit et se théorise aujourd'hui, c'est un peu brouillon, mais il y a déjà quelque chose de l'ordre d'une réflexion sur la globalisation artistique, sur
non pas la fin de l'histoire, mais plutôt il y a eu des histoires plurielles. Est-ce qu'on peut les connecter? C'est la question de l'histoire connectée. Et la modernité est une histoire parmi d'autres. Il y a peut-être eu d'ailleurs, il faudrait qu'on regarde plusieurs histoires de la modernité. Est-ce qu'elles convergent toutes dans une espèce de grand récit, comme le dit Lyotard? Et c'est d'ailleurs ce que reproche Jameson à Lyotard. Jameson dit de Lyotard, la fin des grands récits, c'est au fond ce qui caractérise l'étiquette postmoderne pour Lyotard. Jameson dit, cette théorie de la fin des grands récits de Lyotard, c'est encore un récit, celui de la supposée fin des récits. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de récit après. Et il accuse Lyotard, au fond, de faire le jeu de ceux qui préconisent ou théorisent la fin de l'histoire, c'est-à-dire, au fond, le règne du néolibéralisme et d'un modèle univoque de société. Ça a eu un rôle politique dans les années 90 dans les différentes administrations américaines jusqu'à la Seconde Guerre d'Irak. Bon, malheureusement, avec Trump, c'est reparti de plus belle, mais enfin, ça a été un moment politique compliqué, celui d'une espèce de victoire supposée écrasante des démocraties libérales, du modèle des démocraties libérales comme alpha et l'oméga du méliorisme social et d'une dynamique qui tend vers l'amélioration des sociétés humaines. Bon, aujourd'hui on en est revenu, mais on est en 2017. Dans le moment où ça se formule, c'est encore très prégnant. Et je terminerai sur cette image de Christo et Jeanne-Claude, l'emballement du Reichstag. On est en 1995. C'est le moment où voilà, on postule cette fin de l'histoire. On ne sait plus trop, parce que la polarité entre le progressisme et le conservatisme, entre le socialisme et le capitalisme, a aussi structuré toute la modernité. Cet emballement du Reichstag est une œuvre importante, parce que le Reichstag, c'est le lieu déjà de la construction de l'État-nation à la fin du XIXe. Donc ça, c'est aussi consubstantiel à la modernité. C'est le lieu brûlé par les nazis et donc le lieu de la construction du fascisme et d'un régime totalitaire. Ça aussi, c'est un pendant de la modernité. C'est le lieu, enfin, d'une césure, puisqu'il avait un mur qui le partageait en deux, puisque la ligne de démarcation entre Berlin-Est et Ouest passait littéralement au milieu du Reichstag. Donc a été le lieu d'une fracturation entre les deux blocs durant la guerre froide, qui est une résultante des conflits de la modernité. On est peu de temps, en tout cas quasiment contemporain du moment où émerge le projet de réunification allemande, et au fond, en l'emballant, c'est une manière de se réapproprier le Reichstag pour les Allemands. C'est un geste artistique qui a une dimension politique extrêmement forte, parce qu'il a permis une réappropriation politique de cet édifice, précisément en le cachant. Caché pour mieux révéler. Les lignes architectoniques de l'espace, sa monumentalité, et le fait qu'une histoire pouvait renaître de cet endroit-là où, a priori, l'histoire s'était au moins fracassée, sinon terminée pour certains théoriciens. Et je terminerai par un propos plus théorique sur ces questions-là. Les crises de l'espace logique de la modernité ou des modernités, parce que la modernité est assez plurielle dans ses formes, ne se résorbe pas dans l'étiquette du postmodernisme. D'ailleurs, il y a plusieurs postmodernismes. Le postmodernisme que théorise Lyotard, c'est celui des jeux de langage, d'un rapport à l'atomisation du monde social et à une forme d'instabilité générique.
Évidemment, il y a une part de vérité dans les constats qu'a dressés Lyotard. Mais je suis assez d'accord avec Jameson sur l'idée que son concept de grand récit ou de fin des grands récits est lui-même un récit. Jameson a une position beaucoup plus modérée et nuancée. Déjà, il dit que la postmodernité, en tant que critique de l'idéologie moderniste, c'est un moment qui permet d'accéder à une forme de pluralité. Pluralité morale, pluralité politique, pluralité sociale, pluralité esthétique. Effectivement, on en finit de l'histoire linéaire avec un télos. Ce n'est pas la fin d'un grand récit, ce que dit Jameson. Il dit l'erreur de Lyotard, c'est que ce n'est pas la fin d'un grand récit, c'est surtout la fin de l'idée de progrès et la fin de l'idée d'un télos de l'histoire. Donc c'est plutôt la fin d'une théorie de l'histoire ou d'une idéologie de l'histoire plutôt que la fin d'un grand récit. Et je suis plutôt d'accord avec Jameson sur ce point-là. La deuxième chose chez Jameson, c'est qu'il voit qu'il y a beaucoup de divergences dans les formes qui se signalent comme étant postmodernes. Et pour le dire très simplement, il y a un postmodernisme conservateur, il y a aussi un postmodernisme progressiste. Avec Jameson, on pourrait penser que les artistes comme Adrian Piper relèvent d'un postmodernisme progressiste, tandis que la transavanguardia des Italiens des années 80 relève d'un postmodernisme conservateur. Il est aussi beaucoup plus politisé dans ses points de vue et beaucoup plus tranché que dans les constats politiques qu'il fait sur les conséquences politiques des formes artistiques que ne le fait Lyotard. Voilà, j'en termine là pour aujourd'hui et je me soumets à vos éventuelles questions et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Oui. Il n'y a pas d'autres questions. C'est quoi le télos? Ah oui, télos, en grec, c'est la fin. La finalité. Pardon. Oui, oui. Vous trouvez ça dans... Ah oui, alors, chez plusieurs auteurs grecs, mais je cherchais un mot plus commun. Je me demande si télescope, il n'y a pas... vous voyez, voilà. On parle de téléologie, voilà, une vision téléologique de l'histoire. J'en avais parlé dans la première séance. Pour qualifier une vision de l'histoire qui aboutirait à une fin. Quand on réfléchit... quand on pense que l'histoire aboutit nécessairement à une société sans classe et qu'au moment où on arrive à la société sans classe, c'est la fin de l'histoire, on est dans une vision téléologique de l'histoire et linéaire. Je vous en prie. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Le week-end dernier, au Subsistance, il y avait le Mirage Festival, oui. Qui est qui semble lier l'art et justement tout ce qui va être la vidéo, les arts nouveaux, on va dire. Donc on est aussi dans une sorte d'avant-garde. Et le thème et le titre de cette année, c'était l'immatérialité. Et je voulais voir si vous voyez un lien avec ce que vous avez montré de Pompidou qui s'appelait les immatériaux, effectivement. Bon, alors, c'est une ancienne assez commune depuis donc, les années 80 et liée à l'émergence de la cybernétique et de l'informatique, on irait vers des registres qui relèveraient de l'immatériel. Moi, je suis relativement critique vis-à-vis du concept d'immatériel. Prenez votre disque dur, vous le jetez dans le Rhône et vous verrez que
l'immatérialité n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air. Ou imaginons un avion ou je sais pas, un hélicoptère qui tombe par mégarde sur les ordinateurs de Google dans la Silicon Valley, où on se retrouvait tous avec des écrans noirs, ou je sais pas, un monstre sous-marin qui s'attaquerait au câble qui relie Internet entre... bon, alors, oui, vous avez raison, dans les immatériaux, il y a déjà une pensée de l'immatériel tel qu'on l'entend habituellement et communément, c'est-à-dire le numérique comme espace immatériel, etc. Dans les pratiques numériques, notamment dans l'art ou chez les artistes qui construisent leurs pratiques autour de l'environnement numérique, etc., il y a plusieurs logiques. Je n'irai pas jusqu'à les qualifier d'avant-gardistes, sinon, en tout cas, une résurgence d'avant-gardistes chez certains d'entre eux qui seraient dans une logique post-humaniste ou d'esthétique cyborg. C'est-à-dire qu'eux, ils se réinscrivent dans une théorie de l'histoire linéaire dans laquelle ils cherchent à faire progresser une dynamique sociale vers une finalité qu'ils pensent inéluctable, qui est que le dépassement de l'humain dans une espèce de co-assemblage machine-humain, et où, vous voyez ce que je veux dire. Là, effectivement, il peut y avoir des résurgences, des stigmates d'avant-gardisme, mais en tout cas, actuellement, dans le champ, ça reste relativement minoritaire. Cette construction théorique un peu, si vous voulez, fermée, un peu sectaire aussi, qui consiste à imaginer que le seul art possible à venir sera une espèce d'articulation machine-humain, dans un dépassement en fait de la dichotomie humain-non humain, des choses comme ça. Mais ça se pense beaucoup. Ça se pense beaucoup, et il y a aussi des endroits où des artistes investissent les espaces numériques ou des dispositifs numériques de manière beaucoup plus critique vis-à-vis des présupposés qu'on a ou des imaginaires sociaux qui accompagnent les espaces numériques. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, je n'ai pas vu l'exposition, je ne peux pas répondre plus précisément sur l'exposition, mais voilà. À titre personnel, on me l'a présenté comme avant-gardiste, et à titre personnel, j'ai trouvé qu'au contraire, ayant un certain âge et un peu de recul sur les débuts de l'informatique et dans ce qu'ils appelaient de l'immatérialité, on n'avait pas si évolué que ça, et on était franchement dans des cases, justement, dans des concepts qui me semblent, moi, petit humble observateur, finalement, beaucoup moins dans l'avant-garde que tout ce qu'on a vu ce soir. Oui, alors, l'invention de nouvelles formes, c'est quelque chose qui est rare, très rare dans l'histoire de l'art. Il ne faut pas en vouloir aux artistes ou aux écrivains de ne pas inventer à chaque fois quelque chose de nouveau. Parce que déjà, ce sont rarement des individus seuls qui inventent, hein. C'est plutôt des dynamiques collectives à des moments précis, et très franchement, c'est difficile de comprendre comment émergent des formes nouvelles. Il faudrait combiner plusieurs approches de l'anthropologie cognitive. On est très démunis du point de vue des outils encore dans l'histoire de l'art, dans la théorie esthétique, pour penser comment émerge. C'est vraiment le concept d'émergence, même en sciences physiques, vous voyez. Et je suis d'accord avec vous. Au fond, l'informatique, pour moi, naît avec la cybernétique dans la fin des années 40. Norbert Wiener, etc., les conférences de Massey dans les années 50 aux États-Unis. Mais c'est extrêmement long. Et entre ce que théorise Gregory Bateson, par exemple, quelqu'un qui est vraiment un anthropologue de l'information dans les années 60, des choses qu'on pourrait lire aujourd'hui, on a évolué, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu tant de formes nouvelles qui se soient constituées. En revanche, la nouveauté, c'est quand même la place occupée par les écrans, les dispositifs écraniques et leur faculté à être des espèces de médiateurs ontologiques dans notre vie quotidienne. Ça, c'est relativement nouveau et c'était sans doute pas pensé par les gens dans les années 60-70. Après, sur la programmation en elle-même,
sur les langages du code. Il y a beaucoup plus de code, des codes plus efficaces, la programmation modulaire, des choses comme ça, mais ça reste du code et au fond, la philosophie, l'ontologie du code est toujours la même. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je voulais votre avis. Ok, alors le voilà. Et bien, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois en avril. J'ai oublié la date, mais c'est sur le site. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, bonne soirée.